Bienvenue à tout le monde, des Argentins préoccupés et peut-être sérieusement préoccupés pour la situation du pays maintenant, et des amis, des sympathisants d'ACAF, etc. Tout le monde soit bienvenu. Okay? Bon, je vais faire une petite introduction avant de donner la parole à nos invités d'aujourd'hui. On a élaboré un petit texte pour ça, à CAF, dans les centres de CAF, qui dit que le gouvernement ultralibéral d'extrême droite de Javier Milei est arrivé au pouvoir par les urnes le 10 décembre dernier, mais le premier jour, il a tenté d'installer une dictature institutionnelle. D'abord, en imposant un DNU, un décret de nécessité et d'urgence, de 366 articles qui n'ont pas encore été débattus par le Parlement et qui remettent en question les principes même de notre construction démocratique depuis la fin de la dictature militaire. Ensuite, installant un État policier avec le protocole de sécurité de la ministre Patricia Bullrich, qu'on a vu à l'œuvre lors des manifestations devant le Congrès au moment du débat parlementaire de la loi Omnibus, où les manifestants ont été réprimés avec une rare violence et les journalistes ont été attaqués de manière ciblée. Enfin, on constate l'utilisation de la violence médiatique lorsque Milei insulte de manière systématique sur les réseaux sociaux les députés qui n'ont pas voté son méga projet de loi ou les personnalités du monde de la culture qui critiquent ouvertement sa politique d'austérité, comme cela a été le cas du feuilleton d'échange avec l'actrice Lali Esposito, et aujourd'hui même contre les gouverneurs de droite, comme celui de la province de Chubut. Cette dictature institutionnelle, entre guillemets, est au service d'une politique économique d'ultra-austérité, une dévaluation du peso de 118%, une inflation de 50% en 2 mois, et un taux de pauvreté augmenté de 44% à 57% dans cette période, soutenu par un discours d'équilibre budgétaire et un lointain ruissellement, entre guillemets. Et une bonne partie des mesures économiques vont directement favoriser les affaires de spéculation financière dans lesquelles sont directement impliqués des membres du gouvernement, ainsi que des mesures pour bénéficier aux puissants groupes étrangers pour l'expoliation des ressources naturelles. Et comme toutes les fausses bonnes idées du néolibéralisme ont déjà échoué dans le passé, dans le cas de l'Argentine, elles ont amené à la crise financière de 2001 et vu ça, on va tenter de réfléchir ensemble sur un nouveau phénomène politique qui allie l'ultralibéralisme et l'extrême droite. Pour cela, nous allons échanger avec nos invités d'aujourd'hui qui vont être présentés par José Eduardo Resfred. Oui, bonsoir. Donc d'abord, je vais faire une présentation de présentateur, c'est-à-dire d'abord, c'était Max Digman, co-président de l'ACAF, de l'Assemblée citoyenne argentine en France. Et nous sommes ici avec Silvina Stillman, aussi, qui est membre du COA de l'ACAF, et moi-même, José Eduardo Resfred, aussi membre du COA de l'ACAF. Donc, nous avons demandé à 3 spécialistes sur différents sujets, parce que le cas Milei prend beaucoup de problèmes et des situations politiques, économiques, idéologiques. Donc, on a passé de demander à Maricel Rodríguez Blanco, ici à ma gauche,
et qu'il est maître de conférence, je dis, bon, maîtresse de conférence, comme on dit maintenant, à l'ancien, je dis maître de conférence toujours, hein, à l'Institut catholique de Paris, qu'il a fait une thèse sur les sociologues, soit c'est la sociologie politique, il dirige une licence en sciences sociales à l'Institut catholique dans le campus de Rouen. Et elle était, peut-être beaucoup de gens l'ont vu dans différents entretiens, interviews à la télévision, dans la radio, etc., après l'ascension de Milei, parce que vraiment il a su expliquer à le grand public la situation politique de l'Argentine de façon très précise. Et donc c'est pour ça qu'entre autres, on a pensé qu'il va même nous aider à approfondir sur la situation. Gisèle, je dis Blanco, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci avant tout à la CAF pour cette invitation qui me permet de partager avec vous certaines idées sur ce nouveau gouvernement de Milei. Alors, en juin 2022, environ 2500 personnes ont liké sur le réseau X, donc anciennement Twitter, une définition du libéralisme de Milei. Le libéralisme, je cite, est le respect sans restriction du projet de vie d'autrui, fondé sur les principes de non-agression et sur la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée. Alors, pourquoi Javier Milei, qui se définit comme un libertarien, veut-il entrer en politique et exercer les pouvoirs? Comment l'ultralibéralisme que son gouvernement incarne est devenu populaire, malgré le fait d'aller contre les droits sociaux et sociétaux acquis après des années, voire des siècles de lutte, dans une forme de gouvernement autoritaire qu'on peut qualifier sur les multiples aspects des néofascistes. Antiparlementarisme, propagande, ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, refus d'accorder de la légitimité à l'opposition, etc. Si l'ultralibéralisme, pour certains, considéré comme incompatible avec une extrême droite, je voudrais tenter ici, avec le cas du gouvernement de Javier Milei, d'apporter des pistes d'analyse pour montrer que cette incompatibilité s'avère largement infondée. La prise de pouvoir de Milei, après 2 mois, montre bien en effet que ces 2 éléments s'articulent et que les obstacles ne sont qu'apparents. Son gouvernement s'inscrit ainsi dans son mouvement d'extrême droite globale, d'inspiration ultralibérale, qui en Argentine s'appuie sur un bloc néoconservateur en plein essor depuis les années 2000. J'aborderai les raisons qui ont rendu son discours si attractif et continue de le rendre attractif et générer une adhésion, même si certains sondages, notamment récents, indiquent que sa cote de popularité a déjà chuté drastiquement, des 20 points environ. Et pour la première fois, d'ailleurs, depuis les élections, son image négative dépasse son image positive. Alors, qu'est-ce qui rend son discours aussi attrayant et, à défaut d'une adhésion forte, acceptable? Donc, je vais développer ça en 4 grands points et on pourra revenir sur un certain nombre d'éléments, bien sûr, dans la discussion. Alors, tout d'abord, pour Milei, il s'agit de se situer du côté de l'action. Donc, il faudrait dire déjà la puissance, hein, car le registre de la virilité est ici central. Face notamment à l'opposition kirchneriste, considérée par Milei comme étant incompétente, incapable, impuissante, s'agissant d'apporter des solutions aux problèmes de l'Argentine et en particulier les problèmes de l'inflation, qui étaient définis comme les principaux problèmes à la fin de l'année dernière. Milei s'était opposé au gradualisme, rappelons-le, de l'ancien gouvernement des Macri, en proposant pendant la campagne une dollarisation de l'économie, la fermeture de la banque centrale et en imposant de manière brutale une série de décrets dont on a évoqué notamment les DNU, mais aussi la loi dite Omnibus, et des mesures chocs qui s'inscrivent dans un agenda néolibéral tout à fait similaire à celui d'autres gouvernements d'extrême droite dans la région. Donc agenda caractérisé par l'austérité, un certain nombre de privatisations, notamment des entreprises de l'État, 27 environ entreprises de l'État, dérégulation des marchés, des nombreux marchés, notamment le marché des médicaments, parmi d'autres, dévaluation drastique du peso, État réduit au minimum, donc l'économie et la sécurité, avec comme conséquence la disparition de plusieurs ministères, notamment, et je reviendrai, les ministères des femmes, la confiscation des ressources nationales, de la coparticipation des provinces notamment, parmi d'autres mesures. Grâce aux décrets et mesures qu'il a présentés comme relevant d'une politique d'urgence, le président a surtout cherché à court-circuiter les débats parlementaires et à s'arroger des pouvoirs exceptionnels. En sachant qu'il était minoritaire au Parlement,
aussi bien dans la Chambre des députés que dans la Chambre des sénateurs, et avait peu de chances de réussir à faire passer son paquet des lois. La multiplication des actions dans un délai très court était la condition pour empêcher l'opposition de réagir efficacement. Depuis son arrivée au pouvoir, son rejet des institutions, et en particulier son mépris du Parlement, peut être lu également comme une façon d'imposer une temporalité politique différente, visant une concrétisation immédiate des actions. Rappelons ainsi que Milei a souhaité prononcer son premier discours au Congrès de la Nation, dans une mise en scène digne d'une star, manière de signifier tout son mépris à l'encontre du Parlement. De même, avec son discours d'ouverture des sessions ordinaires au sein du Parlement, ce jour, aujourd'hui même, que Milei a décidé de programmer à 21h plutôt qu'à midi, comme cela se faisait traditionnellement, en arguant que c'est pour des raisons d'audimat, comme a signalé son porte-parole. Ce qui n'est pas sans faire penser, bien sûr, au choix des élections américaines. Enfin, il y a chez Milei une série de critiques qui pointent la lenteur du Parlement et sont allées plus récemment jusqu'à l'insulte en comparant le Parlement à un nid de rats. Alors, je viens à mon deuxième point. Le gouvernement de Milei cherche à asseoir son pouvoir sur une légitimité légale rationnelle émanant de l'économie. Milei se présente comme un spécialiste, comme un expert de l'économie. Sa force dans ces domaines est celle de l'automystification. En reprenant la méthode de l'acteur studio, il s'est fait croire à lui-même qu'il est un brillant économiste, recevant le prix Nobel chacun de ses discours. C'est précisément cela qui a réussi à mystifier son audience, que ce soit à la télévision ou lors des conférences. C'était particulièrement manifeste lors de la grande messe des conservateurs aux États-Unis cette semaine, où pendant une heure, il a fait un discours d'évangéliste du marché sur un ton professoral où il définit ce dernier comme un processus, je cite, des coopérations sociales où l'on échange volontairement des propriétés et où il explique que le capitalisme n'est synonyme que des progrès et où il critique également l'économie néoclassique qui, d'inspiration socialiste, détruit la croissance, selon lui, et freine la lutte contre la pauvreté. Même s'il concentre les pouvoirs et porte atteinte avec sa politique antisociale aux droits et aux libertés des individus, il parvient à être perçu comme l'incarnation du renouveau, du changement, notamment sur les plans de la politique économique. Rappelons qu'il propose des mesures radicales et drastiques à rebours de tout ce qui renvoie à l'intervention de l'État. Mais sa propre croyance serait inopérante. De mon point de vue, s'il ne jouissait auprès des réseaux académiques et journalistiques en Argentine et à l'étranger d'une image, un corps d'économistes et hommes politiques à la fois sérieux et crédibles. Certains de ces circuits, lorsqu'ils se situent politiquement à droite, les présentent en effet le plus souvent comme un libéral orthodoxe, dont les mesures seraient les seules à même de sortir le pays de la crise. S'il s'agit des circuits d'inspiration plutôt social-libérale, Milei est plutôt dépeint sous les traits d'un ultralibéral. Or, dans un cas comme dans l'autre, les deux approches de Milei se refusent d'analyser son gouvernement comme une variante d'extrême droite parfaitement intégrée dans la mouvance réactionnaire qui s'est développée au niveau international. Je peux citer Vox, la conférence des conservateurs américains, je viens de citer. Donc l'alignement, il est manifeste de Milei derrière les États-Unis dans sa version trumpiste et ses slogans ultranationalistes comme America First ou Make America Great Again. L'alignement derrière Israël, derrière l'Ukraine, tous ces pays ayant en commun de se présenter en ultime rempart face à l'axe du mal communiste ou socialiste, c'est-à-dire la Chine, la Russie, etc. Tout en s'appuyant sur ses savoirs économiques, Milei décrédibilise la science et se méfie de ses apports, et notamment lorsque ces derniers lui donnent tort ou servent à fonder des avis contraires aux siens, à l'image de ces nombreux exemples des climato-sceptiques qui refusent d'accepter les résultats fournis par la recherche scientifique dans des domaines variés, et attaqués récemment et pas si récemment les chercheurs notamment. Précisons au passage que Milei n'en est pas à une contradiction près, mais les vérités scientifiques n'ont guère des chances d'avoir des prix sur lui, car ce dont témoigne son comportement, c'est que la vérité ne se situe pas à l'extérieur, mais bien en lui. Il est celui qui sait et celui qui dit qu'il sait. Et ceci constitue en quelque sorte les postulats qu'il impose dans sa communication avec les autres. Alors la force de ces discours, qui est légitime à partir d'une vulgate tirée des sciences économiques, qui sacralise le marché, vient aussi du fait qu'il entre en résonance avec divers secteurs de la société. On a par exemple ces jeunes, issus des classes populaires, qui forment l'un des noyaux durs de ces votants, et se caractérisent par un rapport malheureux à l'éducation, avec des parcours scolaires qui se sont souvent soldés par un abandon. Ils nourrissent un vif ressentiment à l'égard de l'école, qui prend souvent la forme de l'anti-intellectualisme. Ainsi, ces jeunes, dont la trajectoire est marquée par le déclassement scolaire, et de fait irrémédiablement social,
n'est pas s'adhérer à la promesse faite par Milei d'une économie dollarisée qui, pour eux, fait figure d'Eldorado au sens où elle leur ouvrirait les portes du monde de la grande consommation, dont ils sont le plus souvent exclus jusqu'à présent. Troisième grand point, Milei et son gouvernement, de mon point de vue, se sont imposés grâce à un discours de retour à l'ordre sur les plans sociétals. Sur ces plans-là, Milei développe une vision qu'on pourrait appeler androcentrique. Il met systématiquement en avant la virilité, la force, comme on l'a vu à travers notamment la figure de lion. Donc il a fait un symbole et un produit marketing, je les cite. « Je suis venu non pas pour élever des moutons, mais pour réveiller des lions ». C'est cette vision androcentrique qui lui a permis de rallier à lui cet électorat des jeunes hommes, et en particulier celui issu des classes populaires ou l'échec scolaire dont on vient de parler. Ces discours ultra-conservateurs qui s'attaquent aux femmes et aux minorités sexuelles et ethniques a été très efficace parce qu'il alimente des paniques morales, puis défendent des réactions chez des fractions des classes populaires, moyennes et aisées, caractérisées par un système de valeurs conservateurs et traditionnelles autour de l'attachement au patriarcat et à la religion. Depuis les années 2000, les générations des jeunes se succèdent sans savoir de véritables horizons de mobilité sociale, et c'est en grande partie à cause des mesures d'austérité mises en place, rappelons-le, par le gouvernement de Mauricio Macri entre 2015 et 2019, et donc pendant la période dans laquelle le pays s'est endetté à hauteur de plusieurs milliards de dollars, qui se sont traduites par un appauvrissement pour des millions d'Argentins. Dans un tel contexte, nombreux sont parmi ces jeunes ceux qui ont trouvé refuge dans des causes culturelles réactionnaires. C'est l'idée que la pente de la trajectoire de ces jeunes permet en grande partie d'expliquer cette adhésion. De ce point de vue, le confinement, notamment pendant la période de la pandémie, a favorisé la radicalisation de ces jeunes en leur permettant de se placer à l'avant-garde de la réaction sur les réseaux sociaux. Plus largement, on ne peut pas comprendre le conservatisme idéologique des Milei sans les réinsérer dans la bataille que l'espace de la liberté avance, son parti, sa formation politique, mène depuis les années 90, à l'image d'autres extrêmes droites, comme par exemple Bolsonaro, contre ses ennemis identifiés et fantasmés, à travers des catégories telles que marxisme culturel, néo-marxiste, collectivisme, idéologie des genres. Cette restauration idéologique chez Milei et ses partisans doit être comprise avant tout en réaction au féminisme, au mouvement des femmes et LGBTI, qui ont été sur les devants de la scène et ont ouvert des nouveaux fronts depuis 2015. Donc on s'en souvient, on ne fera pas l'historique ici, mais le mouvement Ni Una Menos, voilà, surtout à partir de 2015, qui a renouvelé les mouvements féministes en Argentine et au-delà en Amérique latine. Et il faut également inscrire cette réaction portée par Milei comme une lutte contre les droits des minorités de toutes sortes, contre les droits des peuples autochtones, contre la protection de l'environnement, contre les mesures jugées trop restrictives en matière de liberté, entre guillemets, pendant la pandémie. Les droits sociaux, les droits humains sont considérés dans son discours comme les privilèges de la caste, entre guillemets, dont terme fourre-tout qui, de mon point de vue, s'il renvoie vaguement à ceux qui vivraient de l'État sans travailler, comme il dit, désigne en réalité tous ceux qui sont contre lui. La place occupée par cette réaction au féminisme et au genre est tout à fait centrale chez Milei. Preuve en est le nombre de déclarations et d'actions menées sur ces terrains. Et je vais citer certains, la dissolution par décret du ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité, bien évidemment, le rejet du mouvement féministe et de la négation des inégalités des salaires, par exemple, entre les hommes et les femmes, les projets de loi qui cherchent à abroger la loi d'interruption volontaire de la grossesse, approuvée en 2021, l'idée que l'éducation sexuelle complète, l'éducation sexuelle intégrale en Argentine, et dans les écoles, et la politique des diversités sexuelles, donc avec une acceptation notamment des identités des genres et des orientations sexuelles, déforme l'esprit des enfants et vise à détruire une composante essentielle de la société, la famille. L'interdiction par décret, donc plus récente, du langage inclusif dans la communication officielle. Mais aussi la disparition des ministères de l'Éducation, du Développement social et du Travail, donc devenus, réduits au rang des secrétariats au sein d'un méga-ministère de capital humain. Dans cette idéologie des normes dominantes, donc normes caractérisées par l'homme blanc hétérosexuel, la notion des droits et des justices sociales est resignifiée comme n'étant le privilège que d'une petite fraction de la société. La justice sociale est injuste, dit Milei, il ne cesse d'asséner cela dans les médias.
Dans son récit, la justice sociale est associée à un vol. L'idée même de solidarité est ainsi remise en question. Au prisme de cette vision conservatrice, les pauvres en Argentine sont de nouveau, comme dans les années 90, on s'en souvient, des mouvements piqueteros notamment, qui étaient caractérisés de la même façon, perçus comme des feignants. C'est-à-dire des individus rendus responsables de leur propre sort et qui, au lieu de travailler, décideraient de vivre au crochet de l'État. Ces discours s'avèrent d'autant plus efficaces auprès des classes populaires et moyennes qu'elles sont affectées par la crise économique et, autrement dit, sous la menace objective d'un déclassement qui les porte à se distinguer de ceux qui sont socialement plus bas. Et ça, c'est la fameuse triangulation de représentation sociale chez les fractions hautes des classes populaires et basses des classes moyennes, qui passe du nous-eux hogarthien, de Richard Hogarth, à nous, eux et les autres. Quatrième, donc dernier point, au cœur de l'idéologie conservatrice des Millet, il y a enfin une manipulation systématique de l'histoire, des connaissances, de la vérité, en faveur d'un récit complotiste qui construit le socialisme, les communismes et tout discours de défense des droits, au contraire à celui du gouvernement, en ennemi du progrès de la nation. L'efficacité de ces discours réside dans ce qu'il agite les peurs, joue sur des idées fausses, comme l'association entre école et communisme, parmi d'autres, et ainsi Millet réussit à performer ce type de discours en se mettant toujours du bon côté de la morale, comme par exemple lorsqu'il défend les gens des biens. De manière générale, dans son cadre discursif, tous ceux qui s'opposent à ces idées, résistent à ces politiques, ne sont ni des opposants ni des adversaires, mais plutôt des ennemis. Ce qui montre bien à quel point son idéologie politique sort du cadre démocratique, comme il a été dit, pour entrer dans celui de ce qu'on pourrait appeler une forme de néofascisme. C'est pourquoi il nie l'action humaine comme responsable du changement climatique, il nie les 30 000 détenus disparus pendant la dernière dictature militaire, etc. etc. La désignation d'ennemis est l'une des stratégies systématiques employées par Millet et son gouvernement pour imposer ces idées dans l'espace public. À Davos, par exemple, il a parlé du féminisme et des inégalités hommes-femmes comme, je cite, d'une lutte ridicule et antinaturelle entre l'homme et la femme. Il a en outre accusé les socialismes d'avoir inventé cette bataille une fois que les business, je cite, de la lutte des classes étaient finis. Les socialismes auraient également été le responsable d'une autre invention, à savoir celle de la lutte écologiste, lutte de l'homme contre la nature. Selon Millet, je cite, les socialistes affirment que les êtres humains endommagent la planète, sous-entendant que le changement climatique est une invention du socialisme et des organisations internationales. Il s'est aussi fait les chantres de la dénonciation des inégalités, à travers la formule slogan des, entre guillemets, la justice sociale n'est pas juste. Ce que Millet répète à l'envi, c'est finalement que le modèle de la caste, comme il dit, est basé sur la prémisse que là où il y a une nécessité, il y a un droit, dit-il. Mais selon lui, les nécessités sont infinies, les droits il faut les payer et les ressources sont limitées. Mais son bon matérialiste qui s'ignore, il brandit face au coût présumé des droits offerts à la caste la menace du déficit fiscal qu'il a décidé à ramener à zéro, c'est-à-dire à front renversé, comme il dit, l'histoire argentine de ces dernières 100 années. Millet a ancré une grande partie de ces mesures dans la loi dite Omnibus, qui a été aussi citée, dont la visée est celle d'une refondation de l'Argentine, en se référant explicitement au retour à une période présumée des grandeurs de l'Argentine à la fin du XIXe siècle, où le pays était désigné comme le grenier du monde. Mais il omet sciemment de rappeler que l'Argentine de cette période était une Argentine foncièrement inégalitaire, qui était gouvernée par une oligarchie, et où la richesse issue pour l'essentiel de la production agricole s'est trouvée entre les mains de quelques grands propriétaires. Par ailleurs, dans ces contextes, dans le pays dont l'économie était essentiellement agraire, les premières révoltes, on s'en souvient de la révolte satellite Crierre-Bárcena à Buenos Aires ou la Patagonia rebelle de 1921, vont être brutalement réprimées et donner lieu à des mesures répressives anti-immigration. Enfin, mobilisées positivement, comme le fait Millet, la figure de Julio Argentino Roca, par exemple, dans le cadre de cette loi des bases, consiste aussi symboliquement à réhabiliter une période expansionniste, notamment de la ville de Buenos Aires et colonisatrice, où, on s'en souvient, la campagne menée par le général Alcine, l'ainsi appelée conquête du désert, la conquista del desierto. Donc à toutes les formes de manipulation idéologique employées par Millet, la science économique, histoire sélective et réinterprétée, etc., s'ajoute
La force des frappes de ces trolls sur les réseaux sociaux, nous avons tous pu voir, qui à travers les ressources des technologies numériques s'emploient à viraliser tout ce qui est dit et fait, leur mettre à penser, mais aussi à disqualifier et à insulter de manière extrêmement violente tous ceux qui entendent s'opposer à la politique et aux idées des Milei. L'exemple le plus récent est évidemment le gouverneur de Chubut. Le niveau de violence pratiqué par Milei sur les réseaux sociaux a d'ailleurs débouché récemment sur une demande de procès politique qui est actuelle, faite par une organisation à Santa Fe, après avoir diffamé notamment ses gouverneurs dans une photomontage faisant l'apologie de la pédophilie, ou encore après ses propos considérés discriminatoires auprès des personnes en situation de handicap, et notamment des personnes trisomiques. De manière générale, la stratégie médiatique de Milei, politique, consiste à saturer les réseaux sociaux et tous les canaux d'accès à l'espace public sous la forme de l'outrance, de la provocation, de l'agression. Non seulement l'ennemi est symboliquement attaqué, mais également ouvertement menacé. Dès le début de son mandat, il a ainsi pris pour cible les parlementaires, en les considérant comme des feignants, en les critiquant pour leur lenteur ou leur manque de pragmatisme, mais aussi et surtout en les accusant de vivre de la politique, de s'enrichir grâce à leurs fonctions et aux ressources de l'État, et donc dénoncer la petite corruption pour ne pas voir la grande corruption du grand capital qui Milei alimente à grande échelle, on pourrait dire ça. Cette critique était d'autant plus virulente qu'une bonne partie de ces parlementaires se sont opposés en fait au vote article par article de la fameuse loi dite Omnibus. Durant ces dernières semaines, Milei s'est acharné sur des gouverneurs des provinces. Le président leur reproche d'aller contre les progrès du pays en refusant d'appliquer les politiques d'austérité. Il les accuse également de s'être enrichis, d'avoir des fonds cachés et nourrir ainsi chez les gouvernés la méfiance et défiance envers les autorités. Plusieurs provinces ont été ainsi pénalisées en ne recevant pas les fonds qui leur revenaient via la loi dite des coopérations fédérales des impôts, et qui existe en Argentine depuis les années 90. Ce que risquent dès lors les provinces, c'est par exemple la cessation des paiements, qui déjà, c'est pas nouveau non plus en Argentine, on connaît des situations similaires dans les années 90, qui ont d'ailleurs mené à des crises très importantes dans les provinces. On s'en souvient de Santiago en 93, mais aussi à Jujuy, les crises dans les années 90 également. Donc cessation des paiements des salaires des enseignants, et qu'elle ne dispose plus des fonds nécessaires pour soutenir les secteurs les plus vulnérables. Là, il y a une chute, une rupture des fonds adressés notamment aux cantines populaires qui est dramatique. Précisons que cette mise en difficulté de l'économie des provinces vient redoubler les mesures politiques, donc des dérégulations du marché des médicaments qu'on a mentionné, des pensions non indexées sur l'inflation qui aboutissent à la précarisation notamment des retraités des classes populaires et moyennes. Il faut bien comprendre qu'à travers de ces conflits avec les gouverneurs, les gouvernements nationaux visent la remise en cause du fédéralisme inscrit dans la constitution du pays et par là même, on pourrait dire, de l'unité nationale. Les provinces sont le pays. Le fédéralisme constituant sans doute dans l'esprit des Milei, au-delà des règlements des comptes personnels entre élites, le dernier barrage à la concentration du pouvoir à l'échelle nationale. Dès lors, on comprend pourquoi une telle attaque a poussé les provinces à s'unir, au-delà de sa appartenance partisane d'ailleurs, pour résister et même envisager la possibilité d'émettre leur propre monnaie ou des bonos, comme ça s'appelle en espagnol, comme moyen de combler les déficits entraînés par la suppression des fonds du gouvernement. Alors en conclusion, pour ne pas être trop long, je ne sais pas si je suis dans les temps, alors dans un contexte donc, des crises économiques et politiques sur lesquelles on pourra bien évidemment revenir, d'arriver au pouvoir d'un président dans les cadres d'une crise interne des partis politiques en Argentine qui date d'il y a plusieurs années mais qui s'est manifestée récemment notamment par la crise dans l'opposition, hein, l'échec du kirchnerisme vis-à-vis des classes moyennes et populaires lors de ces derniers gouvernements en est un exemple. Dans un contexte d'une internationale, on pourrait l'appeler comme ça, néofasciste, hein, caractérisé par un certain nombre de gouvernements d'extrême droite et conservateurs, l'extrême droite qui défend Milei, défend économiquement les intérêts des grands monopoles, comme on l'a vu à travers la série des mesures, des grands monopoles financiers notamment et du grand capital, en essayant de limiter au maximum la fonction de l'État redistributeur. Et
l'intervention de l'État dans la sphère économique et au fond une action d'extrême droite qui s'adresse contre toutes les actions étatiques qui peuvent encadrer les profits économiques et qui finalement s'adresse à travers notamment son ministère de la Sécurité et la personne de Patricia Bullrich, la ministre de la Sécurité, pour assurer justement ces politiques contre tout celui ou celle qui voudrait s'opposer en fait à ce gouvernement brutal. Merci beaucoup. Merci Maricel pour ce vraiment panorama complet de la gestion Milei et du personnage. Donc, maintenant, on va aller à l'Argentine, avec les Zoom, pour écouter Ivan Julaquier. Ivan Julaquier, c'est un politologue et spécialiste de médias et pouvoir. Il a publié El poder de los medios en Argentine, qui vient d'être traduit à l'Harmattan. Les médias et les pouvoirs, six intellectuels en quête de définition, que c'est un très bon matériel d'étude de l'influence des médias sur la société, et c'est ce que je voulais signaler. Donc, Ivan, actuellement, il est professeur à l'UNSAM, l'Université San Martín, et membre du CONICET, le CNRS de l'Argentine. Donc, on va écouter Ivan Julaquier. Si. Ah, il est là. Donc, je vais à côté. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à la CAF pour l'invitation et à vous tous pour être là. Pour commencer, je vais dire une petite chose sur les élections qui a gagné Javier Milei en Argentine, pour savoir comment lire l'élection. En sciences politiques, on n'a pas beaucoup de lois, en fait, comme en sciences sociales en général, mais il y a quelque chose qui est assez accepté, qui est l'idée que les élections, c'est les gouvernements qui les perdent ou qui les gagnent. Et donc, je pense que ce qu'on doit dire dès le départ, c'était que après le gouvernement d'Alberto Fernandez, c'était assez clair qu'il n'y aurait pas une réélection pour le péronisme. Une deuxième lecture sur ce qui s'est passé, c'est pourquoi l'option c'était Javier Milei. Et là, je pense qu'il faut se pencher sur une question qui est claire en Argentine maintenant, mais qui est claire dans des autres pays aussi, qui est comment les chambres de la droite a été colonisé d'une manière, si on peut dire comme ça, par l'extrême droite, par des options extrêmes. C'était, de ce côté-là, a priori, le plus probable, c'était le triomphe de Juntos por el Cambio. Ce n'était pas de tous les cas. Non? De plus, la candidate de Juntos por el Cambio, c'est déjà fonctionnaire du gouvernement de Javier Milei actuellement. Donc en Argentine, ce qu'on voit dans les sondages que Maricel vient d'évoquer, c'est qu'il y a maintenant, encore une fois, et pour le moment, on doit voir comment ça se déroule. On est dans un gouvernement qui change les scènes presque tous les jours. On a deux pôles maintenant qui on peut nommer comme miléisme, anti-miléisme, mais qui a aussi beaucoup de rapports avec les clivages anti-kirchnerisme, kirchnerisme. Bon, j'avais après des questions à poser sur les relations entre l'État national et l'État provincial, mais bon, c'était Maricel qui l'a dit, et je pense qu'il y a d'une manière beaucoup plus intéressante de ce que je peux dire, mais uniquement pour marquer une petite chose, non? Milei n'a pas de force majoritaire au Parlement, et en même temps, il a aussi la possibilité de construire une majorité post-électorale. Donc en Argentine, on n'a pas, et, une fidélité toujours claire et soutenue,
des partis sur ce que les gens ou les citoyens ont voté. Donc, il peut y avoir des changements et de plus, bien sûr, il y a beaucoup de corporations, des acteurs économiques qui soutiennent le gouvernement très fortement. Il y a aussi un président autoritaire, comme Marcel l'a dit, lui, il rejette les règles fondamentales de la démocratie, il rejette la légitimité de ses adversaires, et il tolère la violence politique contre eux. Et il a fait la même chose qui ont fait Bolsonaro et Trump avant de laisser le gouvernement, qui c'était de dire si j'ai gagné les élections, tout va bien. Si je ne gagne pas, il y aura un fraude électorale. Ce qu'on peut dire, bien sûr, la démocratie se base sur l'idée de reconnaître les résultats, et surtout quand on perd. Comme disait Adam Servorki, la démocratie s'agit de perdre des élections. Bon, après, je ne vais pas m'arrêter sur ça, mais rappeler ce que Marcel a dit, il y a eu une réforme des lois de travail par décret, de privatisation. Il y a aussi l'élimination d'une partie des salaires des enseignants. Il y a un arrêt de l'aide alimentaire au niveau national dans un moment où la pauvreté a monté de 13%, de 44 à 57% en 2 mois. Donc, on a aussi la dérégulation des prix de l'économie, carburant, transport, aliments, etc. Donc, il y a aussi une menace publique permanente. Et peut-être ce que je voulais essayer de montrer ici, c'est comment on est arrivé ici. Est-ce que Milei a inventé ça? Est-ce qu'il y a eu une scène publique qui a permis ce type de discours où tout peut être dit et l'autre peut être présenté comme un ennemi et comme quelqu'un qui mérite de la violence? Donc, en disant la justice sociale, c'est un vol, tous les politiciens qui ne sont pas de mon parti sont des voleurs. Bon. Et ce que je veux dire, je vais essayer de le présenter ici, ce sont des petits exemples. En commençant par une idée, non? C'est que Milei, lui, il est un troll. Marcel venait de parler des trolls, mais le président lui-même, il est un troll. C'est lui un troll. Et qu'est-ce que c'est un troll? Un troll, c'est celui qui participe au débat en essayant de laisser l'autre aux côtés du champ de débat. L'autre n'est pas quelqu'un avec lequel on doit échanger des avis ou des positions. Sinon, notamment, l'autre, c'est un ennemi qui ne mérite pas de la parole publique et qui est objet de la violence permanente. Et aussi où tout est permis, tout sujet qui soit inconvénient peut être laissé de côté. Et l'idée, c'est de couper ou de rompre les débats publics. Avec ça, il y a une autre idée qui est l'idée des fake news. Et l'idée des fake news, ce n'est pas en anglais ce qu'on appelle false news. Ce n'est pas exactement de la désinformation. C'est surtout des opérations politiques qui ont été faites pour rompre le débat public et pour ne pas garder un lien avec ce qui s'est passé exactement. Donc je vais commencer avec ces 2 questions. D'un côté, on sait déjà que dans les derniers livres de Milei, il y a des plagiarismes qui a été déjà démontré. Et aussi, il soutient l'idée que l'Argentine a été la première économie du monde il y a un siècle, ce qui n'est pas vrai du tout, qu'il soutient lorsqu'il voyage partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous le savez, j'imagine, Milei donnera un discours pour ouvrir l'année du Congrès. Et avant ça, il a dit ça, non? Que le Congrès c'est un nid de rats.
et que tous ces membres, désolé, ce sont de la mer. Non? De plus, il soutient une idée qui est assez compliquée pour le système présidentialiste, qui est j'ai eu 56% au deuxième tour, donc il y a un problème avec le système électoral parce que tous les législateurs n'ont pas les pouvoirs des électeurs ou les votes populaires. Alors que on n'a pas un système en fait où c'est le pouvoir exécutif l'unique qui retient les votes populaires. En effet, dans le système parlementaire, on a une autre question, que le pouvoir exécutif vient de ce qui soutient les parlementaires qui sont élus par les votes populaires. Mais le président lui-même est soutenu par les votes populaires et les législatifs pas soutenus pour les pouvoirs populaires ou pour les votes populaires, et ça n'existe pas. Donc ça c'est déjà un autre problème pour la démocratie. Et de plus, Javier Milei, il reportait, il fait un retweet de ce que José Luis Espert dit après que la ley omnibus ne fonctionne pas, ne marche pas. Et elle dit, bon, aux ennemis de la liberté, même pas justice. Et ces jours-là aussi, Milei, il profite pour diffuser une liste de traîtres au discours de changement et les ennemis d'une meilleure Argentine, et même le bureau du président officiel soutient qu'il y a eu de la trahison contre les 56% qui a voté pour Milei. Bon, ce qui disait Maricel aussi, dans sa lutte contre les gouverneurs de Chubut, il donne like à ces photos-là d'une personne avec syndrome de Down, en disant que c'est comme le gouverneur de Chubut, en l'utilisant comme un insulte. La même chose il fait une chose pareille avec quelqu'un qui était son fonctionnaire et son épouse vote contre la ley omnibus. Et en même temps, pour vous montrer quel est le lien qu'il y a entre, à droite, vous voyez Maria Becerra. Maria Becerra, c'est une des chanteuses les plus importantes de l'Argentine, c'est très connu au niveau international. Et bon, il y a une fake news qui n'est pas vraie, en disant qu'elle est allée jouer à Formosa et qu'il a été payé $90 000. Et bon, Milei fait un retweet de ça, mais en même temps, il prend tout le temps, il fait beaucoup de retweets, mais les retweets sont par la plupart par des comptes qui ne sont pas des gens, ce sont aussi des trolls, des comptes qui viennent des trolls. Et bon, là aussi, c'était quelque chose qui était démenti, mais il n'a pas effacé son Twitter. Et du côté gauche, ce que vous voyez, c'est un compte fake du gouverneur de la province de Buenos Aires qui dit quelque chose sur Milei. Milei lui répond. Et quand il y a quelqu'un sur Twitter devient tendance, que lui il a répondu à un compte qui est fake, il n'efface pas son tweet et il dit, bon, gouverneur, je vous raconte ce qui s'est passé, non? C'était aussi une attaque contre le gouverneur de Buenos Aires. Il n'hésite pas pour on l'effaçait. D'où on vient, en fait, non? On vient en Argentine aussi d'un attentat contre Cristina Kirchner en septembre 2022, un attentat qui n'était pas abouti, qui en même temps n'a pas été condamné publiquement ni par Javier Milei, ni par Patricia Bullrich, qui est sa ministre de la Sécurité, mais aussi c'était la troisième de l'élection présidentielle. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Mais je ne vais pas vous montrer ça, hein. Je vais vous montrer les réactions une heure après l'attentat. D'un côté, un politicien qui est plus proche de Milei, mais il n'appartient pas à ce gouvernement, qui est Amalia Granata.
de l'autre côté, Martin Tétas, qui appartient à l'Union civique radicale, le radicalisme, et pour dire tous les deux que ce qui s'est passé, c'est pas exactement... bon, quelqu'un qui dit qu'il y a un montage, et l'autre qui dit ça c'est pas de la violence politique. Non. Voilà. Donc on a la politique institutionnelle. On sait déjà que dans les réseaux sociaux, et ça c'est très montré, les théories conspirationnistes fonctionnent, circulent, arrivent. Quelles sont les barrières qu'il y en a pour lutter contre ça? D'un côté, la politique institutionnelle. Est-ce que la politique institutionnelle donne lieu à ce type de théorie? Bon, on a Milei comme président, c'est déjà répondu. Et l'autre acteur qui joue un rôle fondamental, ce sont les médias traditionnels. Ce qu'on appelle les médias traditionnels, qui restent toujours comme des acteurs très importants. Et là, je vais vous montrer la version qui circulait 4 jours après l'attentat sur TN, qui est la chaîne informatique du groupe Clarín, qui est la chaîne des actualités la plus vue en Argentine, et sur le compte de Twitter de Radio Mitre, qui est la radio la plus écoutée en Argentine, et qui dit, bon, si c'était un supposé attaque contre Cristina Kirchner, et après, si c'était un montage, ou si c'était un montage fait par le gouvernement. Et donc, bon, on a ce territoire-là, et après, je vais vous montrer ces petites choses, qui est quelqu'un qui a fait un site web, qui montre combien de likes a mis Milei chaque jour sur son compte, en sachant que c'est lui-même, celui qui gère sa compte Twitter. Lui-même, il l'a dit, bon, ses conseillers ont dit la même chose, et depuis ce que je sais, c'est comme ça. Donc là, on voit qu'hier, il a mis 308 likes, et aussi il a fait 12h50 minutes d'utilisation de Twitter, ce qui ne veut pas dire grand-chose a priori, mais en sachant que ces likes et ces retweets qu'il met, ce sont notamment et normalement des discours de trolls. Les trolls, ce n'est pas exactement une exception dans son discours, c'est notamment la normalité, c'est la régularité, c'est la règle dans son cas. Et là, et pour finir, j'ai posé une petite question, c'est comment on s'habitue à vivre dans une démocratie où il y a un secteur qui est démocratique et un autre qui n'est pas démocratique. La démocratie peut jouer, peut se faire de ces manières-là. Bon, la plupart de la littérature en sciences politiques dit que non, que la démocratie, pour fonctionner, a besoin que ça soit the only game in town, l'unique jeu dans le village, j'imagine. Désolé pour mon français. Bon, donc c'est ça un peu la question maintenant qu'on a en Argentine. Comment la démocratie peut fonctionner avec un président comme ça, mais aussi en pensant que c'est pas uniquement lui, c'est aussi ce que le débat public permet et le rôle qui joue la politique institutionnelle, mais aussi les médias traditionnels, qui ne disent pas quand le président ment, quand le président fait du plagiarisme, quand le président donne de la désinformation, que ce n'est pas vrai. Bon, merci beaucoup. Merci. J'imagine que la question que tu viens lancer, ça va être pas peut-être résolu aujourd'hui, mais c'est déjà un bon point pour la discussion. Donc, on va compléter notre table ronde avec l'intervention de Pierre Dardot, philosophe de la philosophie politique, et il participe des chercheurs au laboratoire Sophia Paul à Paris-Nanterre, de sociologie politique aussi. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Amérique latine. Et dernièrement, il a publié un livre, Le Mémoire du futur, qui c'est essentiellement autour des luttes qu'il y a eu la sublévation populaire au Chili. Vous pouvez l'acheter entre parenthèses ici, dans le coin de librairie de la CAF. Et un autre que lui-même signalait, c'est une espèce
d'explication a priori des choses qui sont passées en Argentine, sur une autre histoire du néolibéralisme, les joies de la guerre civile, que j'imagine sur lesquelles il y a. Donc, Pierre Latos. Merci pour l'invitation, qui me fait très plaisir et très honneur, puisque je ne suis pas spécialiste de l'Argentine. Je me suis occupé, c'est vrai, pendant quelques années du Chili. J'ai fait récemment un voyage en Argentine pendant quelques temps. J'ai eu le temps de m'apercevoir que dans la province du Chubut, il y avait autre chose que des guanacos et des habitants qui vivaient dans des communautés. Et ça m'a quand même permis de réaliser quelque chose que je n'avais pas réalisé lors de mon premier voyage en 2018. C'était sous Macri à l'époque. Et là, je me suis vraiment fait à la diversité de ce pays, à la fois géographique, social, politique. Et malheureusement, c'était dans un contexte un peu particulier qui était celui de la préparation de la campagne présidentielle, du premier tour de la campagne présidentielle. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a des choses qui m'ont particulièrement frappé. Je suis parti là pour commencer mon exposé d'une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. C'était en novembre de l'année dernière. Donc, il s'agissait d'une réunion, je crois que c'était le 5e sommet transatlantique du réseau politique pour les valeurs. Réseau politique pour les valeurs, inutile de vous dire la signification qu'il y a derrière ces mots. Et il y avait 3 personnages qui se trouvaient les uns à côté des autres. Il y avait Milei, il y avait d'autre part Eduardo Bolsonaro, qui est le fils aîné de Bolsonaro, qui est député et qui est sans doute appelé à prendre des responsabilités assez importantes pour succéder entre guillemets à son père. Et puis il y avait Cast, qui est quand même, il faut le rappeler et le dire, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, un pinochetiste revendiqué, complètement assumé. C'est quelqu'un qui dirige le Parti des Républicains au Chili, et c'est lui qui a impulsé toute la campagne autour du second processus constituant, on peut appeler ça comme ça avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire le processus au terme duquel il y a eu un projet qui a été déposé, qui était encore plus à droite que la constitution de Pinochet, et qui a été fort heureusement rejeté, massivement rejeté d'ailleurs. Cast est donc aujourd'hui dans une position un petit peu affaiblie par rapport à la position qu'il occupait. Il n'empêche qu'il y a dans cette photo quelque chose d'assez intéressant, parce que ça donne à voir une sorte d'alliance, une sorte de réseau comme ça, politique, international, entre divers groupes qui sont d'extrême droite, indubitablement, mais qui ne sont pas d'accord sur tout. En particulier, Cast, c'est vraiment l'extrême droite très classique, avec un parti qui est très structuré. Ça n'a strictement rien à voir avec la façon dont Milei s'est présenté et a commencé à structurer un groupe autour de lui à l'occasion des élections présidentielles. Voilà, ça c'est le premier point. Et il n'empêche que ça donne à réfléchir. Mais je suis parti aussi, outre cette photo, cette présentation du trio, je suis parti d'une revue financière française que je ne connaissais pas. Je ne vous conseille pas de vous abonner. Elle est en concurrence avec les Échos. Et dans cette revue financière française, vous avez un article signé par 2 auteurs, que je ne nommerai pas non plus, et 2 auteurs qui disent, enfin ça s'intitule comme ça, « Milei d'extrême droite, quelle inculture !» C'est exactement l'intitulé de l'article, le titre de l'article, ou le sous-titre de l'article, peu importe en l'occurrence. Mais c'est très intéressant, parce qu'en se faisant l'avocat du diable, et en apprenant quelque chose de l'ennemi, on arrive à comprendre quand même un certain nombre de choses sur l'ennemi lui-même et sur les relations qu'il entretient avec les gens que justement il a tendance lui-même à désigner comme des ennemis. L'ennemisation est un trait caractéristique du néolibéralisme, la fabrication d'ennemis en général sur mesure, qui varient selon les circonstances, selon la conjoncture, mais on a toujours besoin de se donner un ennemi, parce que depuis sa formation, le néolibéralisme a fonctionné de cette manière. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est l'argument central. Et l'argument central, c'est que finalement, il est absurde de penser que Milei puisse être d'extrême droite, précisément parce qu'il est un anarcho-capitaliste. Et qu'un anarcho-capitaliste ne peut pas être d'extrême droite. Et il y a une référence explicite qui est faite au fascisme de Mussolini, avec au détour une petite pique concernant le péronisme, en disant que c'est plutôt le péronisme qui est inspiré par le fascisme moussolinien, plutôt que Milei, qui lui combat justement le fascisme sous toutes ses formes, y compris moussolinienne. Alors c'est très intéressant parce que c'est une manière de camper tout de suite justement la discussion, la question de savoir si Milei
peut être d'extrême droite parce qu'il est libéral, ou si précisément parce qu'il est libéral, voire ultralibéral, voire, je ne sais pas comment on peut dire en termes de degrés, au-delà du libéralisme classique. Est-ce qu'on ne peut pas dire de lui que justement il ne peut pas être d'extrême droite, il est forcément anti-extrême droite? Voilà, ça c'est l'argument. C'était très intéressant, c'est la première fois que je voyais exposer ce type d'argument. Et je me suis dit, ah, il y a quelque chose qu'il faut quand même rétablir. Le premier point, justement, que je voulais indiquer, c'est un point qui fait appel juste à la mémoire et à la façon dont le néolibéralisme s'est constitué. Et en l'occurrence, c'est dans le second des deux ouvrages, c'est-à-dire Le choix de la guerre civile, qui est traduit maintenant en espagnol et qui paraîtra dans quelques, bon, je pense, 2 mois, avec 3 maisons d'édition différentes qui se sont mutualisées pour les efforts de paiement des droits de traduction. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et ce qui me paraît important, c'est que dans ce livre-là, il y a un chapitre sur l'État fort où il est question d'un certain Ludwig von Mises. Alors, c'est peut-être un nom qui n'est pas très connu, il ne déchaîne pas l'enthousiasme des foules, c'est le moins qu'on puisse dire, et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un des fondateurs de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme autrichien, ou plus exactement austro-américain. Parce que c'est un monsieur qui est autrichien, en effet, en 1927, il fait ses premières armes sur le plan de l'écriture, en tout cas, un certain nombre de pamphlets, on peut les appeler comme ça d'ailleurs, plutôt que de sommes théoriques. Et en 1927, il publie un livre qui s'appelle Liberalismus, dans lequel il est amené, alors c'est quelqu'un qui est le maître à penser des gens qui sont les maîtres à penser de Milley. Donc, par exemple, en l'occurrence, si vous considérez la filiation qui va justement de Ludwig von Mises à Murray Rothbard, vous avez une filiation qui est très directe, mais vraiment très très directe. Et Rothbard est vraiment un de ceux qui sont les plus admirés, outre le fait qu'il a donné à l'un de ses chiens le nom de ce penseur. Il n'en est pas moins vrai que c'est quelqu'un qui a joué un rôle tout à fait fondamental. C'est une généalogie assez particulière qui n'est pas nécessairement très connue. Voilà. Or, ce type-là, si je puis dire, est quelqu'un qui est allé très loin, très très loin. En 1927, dans le livre auquel je fais référence, donc la marche sur Rome, pour situer ça, ça se passe en 1922, Mussolini prend le pouvoir après, et à partir de 25-26, on peut dire que la dictature est bien en place, et même avant. Et il y a à ce moment-là, justement, un climat dans toute l'Europe, et même au-delà, qui porte à poser des questions sur le fascisme, sa nature, etc. Et ce qui est remarquable, c'est que Milley, en 1927, dès 1927, le libéralisme n'est pas encore, le néolibéralisme n'est pas encore inventé. Dans ce livre-là, il est amené à dire justement que le fascisme joue un rôle de gardien de la civilisation pour le libéralisme. Je dis bien le rôle de gardien de la civilisation pour le néolibéralisme. C'est quand même assez fort de café, si je puis dire, c'est osé de dire ça en 1927. Hein. Et en l'occurrence, quelques années après, donc vous avez en 1933, le chancelier Dollfuss qui en Autriche est amené à prendre, non seulement il prend le pouvoir, il est déjà chancelier depuis 1 an, depuis 1932, mais là il est amené à mettre en place un régime qui est un régime très autoritaire, en dissolvant le Parlement, en interdisant les libertés élémentaires, en proclamant l'état d'urgence, etc. Et il se trouve que Ludwig von Mises fait partie de sa garde rapprochée sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que c'est un conseiller, c'est un des conseillers économiques les plus proches du chancelier Dollfuss. Donc c'est juste avant la prise du pouvoir par les nazis et l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, mais c'est très intéressant de voir à quel point déjà il y a cette justification, et il va très loin, plus loin encore après la guerre. Il publie en 1949 un livre qui s'appelle Human Action, dans lequel il est amené à parler justement du rôle de l'État. Il dit l'État ne doit certainement pas interférer avec l'économie, mais en revanche, je ne résiste pas au plaisir, pas le plaisir du contenu, mais le plaisir de citer cela, ça date de 1949, il doit utiliser son pouvoir de frapper, to beat, les gens pour les amener à la soumission, afin d'empêcher les actions destructrices pour la préservation et le bon fonctionnement de l'économie de marché. Ceci est écrit donc en 1949, et vous voyez la filiation 1927, 1949, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une continuité, et qu'il n'y a pas d'incompatibilité majeure, semble-t-il, entre ça et d'autre part le fascisme. C'est une façon
de prendre le fascisme moussolinien dans un certain sens, de lire ce phénomène-là dans un certain sens, mais c'est très intéressant parce que c'est la naissance du néolibéralisme. Tout ça, c'est vraiment les fonds baptismaux du néolibéralisme. C'est autour de cela qui s'est constitué. J'ai pas le temps, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais les néolibéraux allemands, parce que souvent on fait en France en particulier, où on a eu une faiblesse pour les ordolibéraux allemands, en disant les Autrichiens, Austro-Américains, c'est des méchants, et en revanche, ordolibéraux allemands, il y a des choses intéressantes, parce que ce sont des gens qui ont participé à la construction de l'Europe, etc. Bon, mais si vous prenez des gens comme Röpke, par exemple, c'est un des parfaits représentants du néolibéralisme allemand dès le début, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire, il envoie une lettre à quelqu'un qui a participé au colloque, Walter Lippmann, ça c'est un mot dont je prononce à l'allemande, et Walter Lippmann, puisque c'est un journaliste américain, et il envoie une lettre à un de ses participants, et il dit comme ça, hein, concernant l'État fort, je suis encore plus fasciste que vous. Fascistischer. Voilà, il ose dire ça, comme ça, très tranquillement, et c'est très révélateur, là aussi, de la proximité de tout un courant du néolibéralisme qui vient d'être fondé, parce que 1938 c'est quelque chose d'assez récent, avec le fascisme, et ça s'est d'un certain point de vue poursuivi pendant la guerre, et en 1947 vous avez eu la Société du Mont Pèlerin qui a été constituée, où vous trouvez tout le Gotha du néolibéralisme dedans. Vous avez les gens du public choice avec Buchanan qui a joué un certain rôle. Vous avez des gens qui sont effectivement des ordolibéraux allemands. Vous avez Hayek et vous avez Ludwig von Mises, vous avez les Austro-Américains. Donc tout ce monde-là est réuni et ce sont des gens qui ne cesseront, par exemple, en 1980, il y a eu une réunion à Viña del Mar et tout le monde se félicite de la dictature de Pinochet. Tout le monde se félicite de la dictature de Pinochet en disant que c'est une bonne chose et que personne ne peut regretter ce qui s'est passé là. Voilà. Donc ce sont des points qui sont importants à souligner parce que finalement cette espèce de complicité directe ou indirecte avec le néolibéralisme à sa naissance, avec le fascisme qui n'est pas très connu, est quelque chose de très important parce que ça va marquer toute l'histoire de ce courant et au-delà d'ailleurs les courants qui vont donner naissance ensuite à l'anarcho-capitalisme, au libertarianisme, etc. Donc, c'est une, comment dirais-je, c'est une manière de, non pas de réécrire l'histoire, justement pas, mais de montrer que dans cette histoire, il y a une dimension de violence qui est tout à fait fondamentale. Ça n'est pas uniquement la gouvernementalité au sens de Foucault, c'est-à-dire orienter, stimuler, aider, conduire indirectement, etc. Ça prend aussi des aspects très brutaux et très répressifs. Et là aussi, c'est important à souligner. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, bon, et libertarien, petite parenthèse, libertarien, ça vient d'un néolibéral américain qui, en 1947, invente le terme, ou plutôt il le reprend, parce qu'il existait, libertarian, ça existait dans le langage politique américain, mais il y avait une connotation un peu trop anarchisante. Lui, il le reprend, il le propose, c'est refusé par von Mises, c'est refusé par Hayek, c'est refusé par d'autres, qui considèrent que c'est trop anarchisant. Mais lui, si je puis dire, il refuse de s'incliner, et il maintient. Et le terme va faire son chemin, petit à petit, comme ça, et être ensuite réapproprié par un certain nombre de gens. Et il faut savoir que, par exemple, Rothbard est un étudiant de Ludwig von Mises, une fois que celui-ci est installé aux États-Unis, c'est-à-dire en 1940, il donne des cours à New York et Rothbard fait partie de ceux qui assistent régulièrement, qui suivent les cours entre 1946 et 1960, les cours de Rothbard. Donc, les cours de, pardon, pas de Rothbard, lui il est étudiant, mais de von Mises. Voilà, c'est pour donner quand même une idée de la profondeur de cette histoire. C'est pas quelque chose qui est né comme ça tout d'un coup. C'est un premier point important. Deuxième point, concernant les distinctions à faire. Alors je donne les distinctions telles que je les comprends, là aussi en me servant de l'article de la Tribune, puisqu'ils font une sorte de mise en ordre, comme ça, c'est une sorte de spectre politique. Alors il y a une extrémité, une deuxième extrémité, et puis il y a le centre, et c'est dans leur langage. Alors le langage, en l'occurrence, consiste à dire il y a une extrémité, c'est le libéralisme. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite ils utilisent ce terme-là. Ensuite, il y a à l'autre extrémité l'anarcho-capitalisme, et puis il y a au milieu le libertarianisme. Voilà, ça c'est la mise en place. Donc dans cette revue néolibérale, voilà comment ils mettent les choses en place. Bon. Mais c'est très intéressant parce que libéralisme, qu'est-ce que ça veut dire?
libéralisme, c'est pas le libéralisme de John Locke, ou c'est pas le libéralisme de Adam Smith, non, il faut les laisser tranquilles, ceux-là, parce que contrairement aux références que font souvent les gens qui sont autour de Milley ou dans d'autres contrées, d'ailleurs en Amérique latine ou ailleurs, il n'y a pas de rapport de proximité. Le libéralisme classique, de ce point de vue-là, est complètement étranger à tout ce qui a été fait en son nom ensuite. En particulier John Locke, sur la question de la propriété, je vais y revenir. Mais il faut considérer ça de façon assez symptomatique, voilà. Que des néolibéraux actuels puissent lire des choses comme ça, qu'est-ce que ça révèle? Alors en l'occurrence, ça révèle une chose concernant l'interrogation sur la place de l'État. Parce que quand on réfléchit, quand on gratte un petit peu, bon, qu'est-ce que ça veut dire libéralisme? En fait, libéralisme, ça veut dire néolibéralisme, si je reprends le terme que moi j'aurais tendance à utiliser, pour éviter toute confusion. Donc c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire une doctrine qui justifie jusqu'à un certain point que l'État puisse intervenir dans l'économie, dans un certain cadre, et pour lutter contre certaines dérives ou certains accidents fâcheux, par exemple la formation de monopoles. À ce moment-là, l'État peut intervenir pour constituer un cadre qui va favoriser la concurrence, empêcher la formation des monopoles et permettre donc un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas du tout un État qui n'intervient pas, y compris dans la sphère économique, simplement il intervient sur le cadre. Il protège la concurrence, voilà, de tout ce qui pourrait la fausser. C'est très... Quand on écoute ça, on a l'impression de, comment dirais-je, d'entendre des formules qui sont encore assez couramment prononcées dans certains milieux. Éviter de fausser la concurrence. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que à ce libéralisme-là, qui représente donc une extrémité, s'oppose à l'autre extrémité, l'anarcho-capitalisme, parce que l'anarcho-capitalisme, c'est la doctrine selon laquelle, justement, l'État ne doit pas intervenir du tout, pour une raison très simple, c'est qu'il incarne la violence, et que le plus souhaitable, c'est qu'il disparaisse. C'est-à-dire que les anarcho-capitalistes, les anarcho-capitalistes orthodoxes, ce sont ceux qui considèrent que l'État doit être dissous dans une société de marché où toutes les interactions entre les individus sont des interactions qui sont consenties, des transactions volontaires, pour reprendre leurs termes, et ça s'appelle l'anarcho-capitalisme. Donc anarcho, vous voyez, anarcho au sens où il n'y a plus d'État. Un de ceux qui illustre à merveille cette espèce de cohérence, c'est le fils de Friedman, qui s'appelle David Friedman, qui est un anarcho-capitaliste, alors lui, vraiment convaincu, ouvertement déclaré, etc. Et puis, pour les autres, on peut hésiter sur les attributions, bon, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on se demande, mais dans quelle catégorie ou dans quelle case ranger Javier Milei? Parce que finalement, c'est la question qui nous intéresse. Et là, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu difficiles. Pourquoi? Parce que je prends, je crois qu'il a été fait référence à ce discours-là, le discours de Davos. Le discours de Davos est assez remarquable, il a fait l'objet d'un commentaire extrêmement minutieux de Stefanoni, qui était vraiment quelque chose d'assez très éclairant, enfin de mon point de vue, et c'est un discours dans lequel il y a beaucoup de choses. Bon, il y a ses obsessions, il y a le fait que soit répété comme un mantra, l'Occident est malade, l'Occident est en déclin, il n'arrête pas de le dire comme ça, mais il y a surtout, alors c'est assez étrange, il y a une référence implicite à Hayek, parce que quand il n'arrête pas de dire la justice sociale, c'est une idée qui est absolument détestable, il faut la rejeter, elle est très dangereuse, etc. Et c'est la porte ouverte au collectivisme et au socialisme. Et donc ça, c'est un argument qu'on trouve chez Hayek. Hayek, qui n'est pas un anarcho-capitaliste du tout. Mais alors pas du tout, même pas un libertarien. Donc on trouve chez Hayek cette idée que la justice sociale est quelque chose de tout à fait condamnable, que c'est le paravent derrière lequel se cachent les socialistes et les collectivistes, donc les ennemis, et que par conséquent, il faut lutter sans relâche pour dénoncer cette idée comme étant une fausse bonne idée, voilà, très dangereuse. Et puis, il y a aussi dans ce discours quelque chose d'assez remarquable. Alors, il y a des choses attendues. Il y a la référence à 1860, pour l'âge d'or de l'Argentine. Il y a aussi une référence, et là, c'est plus intriguant. Enfin, quand on lit le texte comme ça, on se dit, mais pourquoi il parle de ça? Tout à coup, il se met à parler des professeurs, des enseignants, et de ceux qui sont influencés par une théorie économique très dangereuse, qui est la théorie économique néoclassique. Alors, ça arrive comme ça, enfin, j'ai été frappé quand on lit comme ça brise un petit peu la continuité toute relative, hein, sur le plan de l'argumentation, parce qu'il pratique les sautes de raisonnement très fréquemment. Mais là, en l'occurrence, il parle en effet de cette théorie néoclassique en disant que c'est une théorie qui justifie n'importe quoi, qui ouvre la voie au socialisme.
beaucoup de choses qui ouvrent la voie au socialisme. Et là, en l'occurrence, c'est la théorie des défaillances de marché. Et là, c'est quelque chose qui vous fait comprendre que c'est un phénomène tout à fait atypique, parce qu'il y a vraiment des accents religieux, messianiques. Quand il parle de l'absence de défaillance de marché, on a l'impression que c'est vraiment une obligation que d'y croire. Il n'envisage pas une minute qu'on puisse critiquer cette notion selon laquelle il n'y a pas de défaillance de marché. Or lui, il n'arrête pas, il répète 3 fois au moins dans le discours, il n'y a pas de défaillance de marché. Les défaillances de marché n'existent pas. Et si vous creusez, alors psychanalytiquement ça serait d'ailleurs peut-être très intéressant, mais il se trouve que Milley, lorsqu'il était plus jeune, disons, la conversion au libertarianisme, ça date de 2013. 2013, c'est très récent. Avant, c'était un professeur d'économie qui enseignait quoi? La théorie économique néoclassique. Et donc, il enseignait, peut-être veut-il se faire oublier ou pardonner cet excès, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il professait. Et là, en l'occurrence, il attaque avec une virulence extraordinaire une théorie économique qu'il enseignait lui-même il y a quelques années. Bon, c'est quand même là aussi quelque chose d'assez révélateur, me semble-t-il. Donc on a quelqu'un dont les références intellectuelles en matière de théorie économique sont assez, comment dirais-je, assez brouillonnes, assez peu cohérentes. C'est pas du tout quelqu'un qui est... On peut pas dire, voilà, c'est un anarcho-capitaliste cohérent. C'est pas vrai par rapport à Friedman que j'ai cité, c'est absolument pas le cas. On peut pas dire de lui que c'est un libertarien cohérent, par exemple au sens où vous avez un philosophe américain qui s'appelle Robert Nozick, qui est un des pères du libertarianisme, qui a publié Anarchie, État, Société, qui est vraiment un livre, c'est une sorte de bible pour le libertarianisme philosophique, et qui lui est amené à justifier, là aussi c'est très clair, il y a eu, on peut ne pas être d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a une certaine rigueur dans l'argumentation, il y a une certaine cohérence dans l'argumentation, qu'il n'y a absolument pas chez Milley. Là, quand le libertarianisme, ça veut dire tout simplement que vous confinez l'État à un certain rôle, qui est celui de l'armée, de la justice, et de la justice pénale, c'est-à-dire des tribunaux, hein, rien d'autre. Voilà, la police, l'armée et la justice pénale. Bon, ça, c'est la théorie de ce qu'on appelle les minarchistes. Minarchistes, arché, qui signifie commandement, et qui donc peut signifier par extension État, donc les partisans d'un État minimal. Les partisans d'un État minimal. Et c'est les libertariens, au sens orthodoxe du terme, ce sont les partisans d'un État minimal. Donc vous avez les libéraux, qui sont les néolibéraux, qui sont partisans d'une certaine intervention de l'État dans l'économie, dans certaines limites. Vous avez donc les anarcho-capitalistes qui sont pour l'abolition de l'État dans une société de marché. Et puis vous avez donc les gens qui se trouvent comme ça un petit peu au milieu et qui sont pour que l'État conserve des fonctions, mais certaines fonctions très limitées et qui n'interviennent absolument pas dans l'économie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose de fondamental chez Milley, qu'on trouve exprimé d'ailleurs dans la citation que tu as faite, parce que c'est une citation, il définit, il y a quelque chose de plus attendu, mais on est un peu déçu, il définit le libertarianisme dont il se réclame. Il se réclame dans ce discours-là, ça a varié, dans ce discours-là, il se réclame bien davantage du libertarianisme, il n'arrête pas de répéter le libertarianisme, et pas tellement de l'anarcho-capitalisme. Donc là aussi, les références sont mouvantes, les références ne sont pas très stables, pas très cohérentes. Et là, il parle du libertarianisme, il le définit par la fameuse triade. Les 3 principes fondamentaux du libertarianisme, c'est la vie, la liberté et la propriété. Alors là aussi, j'ai pas le temps, hein, mais la triade se trouve chez John Locke. Donc elle appartient au texte de John Locke, écrit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et c'est quand même assez délirant de voir. Je me faisais cette remarque-là, comme ça, en me disant, mais c'est dingue de penser qu'il y a quelqu'un qui, au XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIe, a posé cette triade-là, qui était tout, sauf quelqu'un qu'on peut songer à rapprocher de Milley et de son univers, et qui se trouve aujourd'hui récupéré par le milléisme, qui est une espèce d'idéologie brouillonne, qui cumule des éléments doctrinaux qui l'empruntent comme ça à droite et à gauche, Hayek, Nozick, d'autres, etc., sans aucune cohérence, alors que, moi qu'on puisse dire, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est que John Locke, lui, était très cohérent. Très cohérent, voilà. Mais bon, c'est pour indiquer quand même qu'il y a là quelque chose sur quoi il faut se pencher. C'est la raison pour laquelle j'ai apprécié que Stefanoni, dans sa présentation du discours de Davos, parle d'un libéral
libertarien pour indiquer le caractère mixte et composite de l'idéologie qui est celle de Milei. Parce que c'est très difficile, si vous essayez de prendre comme ça, case par case, vous voyez bien que c'est très difficile de le ranger dans une case en particulier. Et il aime bien justement se dérober, pouvoir utiliser n'importe quelle référence et puis la faire passer pour la dernière découverte du siècle, qui est évidemment une découverte de son fait. Mais voilà, ça c'est pour indiquer que vous avez un jeu auquel il ne faut pas se laisser prendre, il ne faut pas se laisser tromper. Ce qui veut dire qu'il faut faire toujours très attention à ne pas prendre au mot les déclarations par lesquelles Milei est amené à s'identifier lui-même. Parce que l'auto-identification de Milei, c'est ce qu'il y a de pire. C'est quelque chose qui peut abuser. C'est destiné à abuser, c'est destiné à tromper. Donc il ne faut surtout pas se laisser prendre au piège, en l'occurrence, et analyser à chaque fois ce qu'il veut dire, où il veut aller, etc. Donc, j'aurais tendance à dire, je vais m'acheminer vers la conclusion, mais j'aurais tendance à dire que ce qui importe ici, ce n'est pas la doctrine libertarienne ou celle de Rothbard. Ce n'est pas tellement ça, c'est la façon dont il en fait usage. Parce que finalement, il y a un libertarianisme de Milei, certes, qui n'est pas très pur, qui n'est pas très cohérent, mais ce libertarianisme, c'est un libertarianisme, comment dirais-je, circonstanciel, opportuniste, qui est dicté, dont le contenu est dicté par les nécessités du combat politique du moment tel qu'il le comprend, et donc dans la relation qu'il entretient avec ceux qu'il considère comme ses ennemis et qu'il désigne comme ses ennemis. Et il faut considérer que là est l'essentiel. Autrement dit, dans le libertarianisme, pour schématiser, vous avez une version qu'on pourrait dire, vous avez un versant, pardon, négatif. Un versant négatif, c'est la critique de l'État à partir du droit de propriété. Ça, c'est un noyau absolument central, et il s'en empare. Il s'en empare précisément pour justifier le fait qu'il faille réduire, voire démanteler des pans entiers de l'institution étatique. Bon, ça lui permet de justifier ça, donc il se régale. C'est la raison aussi pour laquelle, parce qu'il privilégie, il valorise ce versant négatif, il a reçu l'appui du FMI, du grand patronat argentin, des grandes entreprises, parce que ça n'engage pas à grand-chose. En revanche, le versant positif, qui est celui de l'expérimentation d'une société sans État, alors non, ça c'est quelque chose qui est complètement mis de côté, parce que s'il le faisait d'ailleurs, il n'aurait pas sans doute le même succès auprès des décideurs et de certains représentants de grandes organisations internationales. Donc, en général, il s'en abstient, et lorsqu'on l'interroge, il y a des interviews où il dit « Oh, le programme libertarien, bon, ça, on peut pas, c'est pas réalisable immédiatement, il faut le remettre à plus tard, etc. » C'est ce qu'on appelle les calendes grecques, ça veut dire que bon, le versant positif du libertarianisme est complètement passé à la trappe. Le versant négatif, oui, parce que ça lui sert à justifier une agression directe, une violence inouïe dans l'histoire de l'Argentine contre toutes les institutions de l'État social. Donc il y a quelque chose de particulier dans ce libertarianisme, entre guillemets, qui n'en est pas un au sens pur du terme. Il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il est amené à se servir de la puissance concentrée de tout l'État tel qu'il existe pour démanteler l'État social. Donc c'est quelque chose de très particulier. On peut pas arriver à comprendre ça si on se contente des définitions doctrinales, si on se contente de ranger comme ça, de dire où est-ce qu'il est Milei, est-ce qu'il est dans le libertarianisme de droite, de gauche, etc. Non, on a dit très justement que c'était quelqu'un qui avait plutôt rallié le paléo-libertarianisme de Rothbard dans la fin de sa vie, et Rothbard, à la fin de sa vie, à ce moment-là, s'allie avec la droite conservatrice américaine, y compris avec la droite religieuse. Et notamment sur la question du droit à l'avortement, il opère un virage à 180 degrés en considérant que c'est tout à fait leur droit de se battre contre le droit à l'avortement, alors que, historiquement, le libertarianisme avait partie liée avec la reconnaissance et même le combat pour le droit à l'avortement. Il faut, là aussi, ce sont des choses qui sont assez peu connues, mais dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, les libertariens aux États-Unis se battaient contre la guerre du Vietnam pour le droit à l'avortement. Un certain nombre de choses comme ça qui nous surprennent, parce que ça n'est pas du tout notre histoire, ça n'appartient pas du tout à notre histoire, mais ça a existé. Ça est complètement refoulé aujourd'hui, c'est complètement, ça fait partie des choses qui n'ont jamais existé, surtout pour des gens comme Milei, et c'est quelque chose qui permet d'expliquer son alliance avec les conservateurs. C'est la raison pour laquelle il y a le fameux réseau politique pour les valeurs, parce que les valeurs, en l'occurrence, ce sont des valeurs conservatrices. C'est la raison pour laquelle il peut se retrouver, comme tu l'as dit, dans
une conférence organisée par les Trumpistes, ça ne le gêne absolument pas. Il peut être en désaccord sur un certain nombre de points, mais sur la question de l'avortement, alors là, pour ce qui est du conservatisme, il est à fond d'accord. Sur la chasse aux immigrés et le combat contre l'immigration, il est à fond d'accord. Donc il y a des points d'accord qui sont suffisamment importants pour permettre de comprendre cette espèce de formation d'une internationale d'extrême droite, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler. Voilà. Donc c'est pour moi quelque chose de très important que d'essayer d'y voir un peu plus clair, pas dans la cervelle de ce type parce que c'est difficile, mais en tout cas dans la manière dont ça peut se traduire sur le plan des alliances politiques et du combat politique. Voilà. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt d'ailleurs pour moi une radicalisation du néolibéralisme dans un sens qui est celui de la fascisation, dans un sens qui est celui de l'extrême droite. Voilà, donc c'est ça qui me paraît très déterminant. Là je mets de côté, quand je dis néolibéralisme, c'est pas tellement la doctrine, c'est la façon dont ça a été construit, puisque après tout Macri est oui 2019, c'est la fin, et là il est renversé, et en même temps il s'allie de telle sorte qu'il y a un gouvernement qui est un second gouvernement Macri. Voilà, je termine. Merci. On a eu besoin de ce type d'analyse en profondeur face au phénomène Milei. Et on a un problème, c'est que dans 7 minutes, nous on doit rendre la salle parce qu'il y a un concert. On a besoin de se préparer. Donc je vais faire la chose suivante. C'est 3 questions très rapides, très rapides. La première, la deuxième. Oui. Allez-y, vite. Oui, bonjour, c'est pas vraiment une question, c'était simplement une remarque. C'est-à-dire que vous avez parlé, et c'était très bien, de la pensée de Milei, de la communication de Milei et de tout ça. Je pense qu'il manque quelque chose, c'est juste un ajout en fait d'information. Je pense qu'il faudrait voir aussi les actions derrière Milei et derrière l'espèce de cirque de Milei. C'est-à-dire toutes les réformes en profondeur à bas bruit qui sont en train d'être menées, c'est des réformes dans l'armée, dans la marine, dans les services et sur les postes économiques clés qui sont en train de mettre en place quelque chose qui va avoir des conséquences, y compris après, ce que j'espère, la disparition de Milei. Voilà. Ah oui, juste une chose, si pour un complément d'information, pour ceux qui ne le savent pas, regardez sur la revue Crisis, sur ce qu'ils ont fait sur Radar, parce qu'il y a justement une cartographie de toutes ces réformes qui sont en train d'être mises en place de manière très discrète. D'accord. Et là-bas, une question. Oui. Oui, je voulais me demander s'il n'y avait pas finalement une confusion sémantique, lorsqu'on parle d'extrême droite, sur le rôle de l'État entre les pays européens et les pays américains, dont l'Argentine. Puisque finalement, en Europe, on s'aperçoit que les mouvements que l'on qualifie d'extrême droite sont en général attachés à l'État. C'est notamment le cas, en fait, dans le cas des accords de Mercosur, que dénoncent justement les mouvements qualifiés d'extrême droite en Europe, alors que justement, je pense que du côté argentin, on y est plutôt favorable, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à me demander s'il n'y a pas une confusion sémantique entre les deux côtés de l'Atlantique. D'accord. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. C'est le deuxième débat sur l'Argentine auquel je participe, j'assiste, sur invitation de Pierre. Et je voulais faire 2 commentaires très rapides. La première chose, c'est que, il me semble, Milei est assez contradictoire, comme il était Bolsonaro au Brésil, par rapport aux politiques économiques et par rapport aux politiques politiques. Et la deuxième chose, c'est que dans les 2 débats, on ne parle pas, on ne fait pas de critique au péronisme et à la situation qui a amené Milei à gagner. Et la troisième chose, on ne parle presque jamais de la monnaie. C'est-à-dire, il n'y a que Milei qui parle de la monnaie, qui veut dollariser, mais on ne parle pas de la monnaie. Au Brésil, Bolsonaro a été battu aux élections avec l'appui des néolibéraux. Pas tous, mais une bonne partie. Donc c'est contradictoire. Donc c'est pas un extraterrestre, Milei, où il est en partie. Il est arrivé, il a gagné à partir de conditions déterminées qui, dans ces interventions très brillantes, autant qu'au lieu dit, elles ne sont pas, comment dire, thématisées, elles ne sont pas problématisées. Si on veut résister, il faut comprendre pourquoi il a gagné. Je vais renvoyer peut-être la réponse à l'Argentine sur l'histoire de la relation avec l'extrême droite. Peut-être Ivan, et comme ça,
et après ils reviennent en France. Il est accessible? Oui. Je sais pas. Oui, non. D'accord, oui, il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a une contradiction assez forte normalement entre les mouvements d'extrême droite en Argentine et les mouvements de... Bon, je ne sais pas si on peut dire extrême droite, mais ce qu'on appelle extrême droite en Argentine et ce qu'on appelle extrême droite en France, qui est aussi... qui a un rapport assez fort au lieu de l'État, mais aussi au lieu de l'histoire de chaque pays. Les nationalismes en Europe, ça ne veut pas dire la même chose que les nationalismes en Amérique latine, que normalement c'est plutôt à gauche. Il peut y avoir des cas, mais en Amérique latine, normalement, les nationalismes, c'est une manière de lutter contre l'impérialisme, alors qu'en Europe, ça veut dire une autre chose. Donc, je pense que là, il y a une question. Et bon, et après, je ne vais pas dire des autres choses, mais je pense que ce qui frappe, c'est comment ça est normalisé dans les débats, ce type de discussion, ce type de rapport avec les adversaires politiques, ce type de propos publics, comme l'idée de vendre des organes, par exemple, vendre des enfants, etc. Et comme tout ça, que dans un moment donné, avant, on pensait que faisait perdre des élections, maintenant ça peut marcher, ça c'est un détail, ça c'est pas des questions structurelles pour une partie importante de l'électorat, etc. Ivan, je vais te couper ouais. Ici, et je ne vais pas donner la parole parce qu'on a deux minutes, 3, pas plus, même pour finir. Merci en tout cas déjà, Ivan, pour ta participation. Je sais pas si... Il y a une question. Oui. Elle est un peu longue, mais je la pose tout de même, je la laisse flotter. Et donc, je suis venue surtout parce que la convocation disait ultralibéralisme, et je trouve que c'est un terme hyper vague. Donc, je sais que Maricel l'a utilisé, je voudrais savoir pourquoi et qu'est-ce qu'elle comprend par cela. Et surtout, Pierre ne l'a pas utilisé du tout et ne l'a pas évoqué. Donc, ça serait intéressant aussi de savoir. Oui, on a très peu de temps, donc je vais être assez rapide. Alors, quoi dire de tout ça? D'abord, peut-être commencer par la remarque, les deux dernières remarques du coup, qu'on a reçues. Je pense que ce que, en tout cas, de mon côté, j'ai choisi, c'est justement d'entrer par un certain nombre de points qui me paraissaient importants pour comprendre pourquoi l'adhésion à Milei, en fait. Comment expliquer l'adhésion à ces gouvernements, à ces personnages, vu, je partage absolument les caractéristiques qui ont été définies. Voilà, l'adhésion, c'est quelque chose de difficile à expliquer. En tout cas, il faut se pencher non seulement sur les idées, en fait, enfin, l'histoire des idées, ça c'est un premier élément, mais aussi s'est penché peut-être, et c'est ce que j'essayais de faire, sur le rapport à sa base, à son électorat, en fait. Et donc c'est là où il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'expliquer pourquoi Milei arrive comme il arrive, pourquoi il gagne les élections, en fait. Et bien évidemment, le contexte aussi, enfin, ça nous mènerait à organiser une autre table ronde pour discuter de ces contextes. Alors j'ai mentionné certains éléments, je ne veux pas approfondir, mais juste la crise interne en fait, au sein des partis politiques en Argentine, ça c'est un premier élément. Un pays qui est un pays traditionnellement bipartidiste, où il y avait deux grands partis, le péronisme et le radicalisme. À partir des années 2000, le radicalisme disparaît de la scène, réapparaît avec le kirchnerisme en 2003, et il va ensuite s'allier à une partie de la droite, à une partie du radicalisme, à une partie de la droite argentine, la droite des Macri, qui a porté Macri à la présidence. Et c'est ce radicalisme qui a joué un rôle important aussi dans les soutiens à Milei lors des élections, et que maintenant c'est réfractaire à ces mesures, en tout cas pour une partie. Je dis bien pour une partie, mais en tout cas il y a un fort clivage là, il y a une crise en fait interne, et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer là ces prochains mois. Mais c'est certain que ces contextes-là politiques, en tout cas, est un élément qui permet d'expliquer un bon nombre d'éléments de pourquoi Milei est arrivé là où il est arrivé. Au-delà du contexte économique, de tout ce qu'on connaît, qui c'est bien évidemment
voilà, sont des éléments importants à expliquer. Je voulais juste réagir une seconde sur quelque chose qui a été dit, je ne me rappelle plus par qui, mais la question des extrêmes droites. Certes, il y a une différence. Je pense que justement une des questions qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça répond l'extrême droite des Milei. Puisque c'est certain que c'est pas, il s'appuie en fait, comme j'ai montré, sur une base néoconservatrice, sur un mouvement néoconservateur qui est très important en Argentine, mais c'est pas que ça. Et certainement, il se distingue d'autres expériences d'extrême droite qu'on a connues en Europe, malgré le fait qu'il forme quand même une alliance, parce qu'il est, de fait allié à ces extrêmes droites européennes de différentes manières. Il fait partie d'un réseau, comme on a dit, ça reste encore à démontrer et à travailler dans la formation de ces réseaux-là, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de se former, qui est très importante à remarquer. Un petit commentaire de Max, et après on va demander à Pierre. Il y a deux choses très rapides. Je crois que les points que monsieur a évoqués et mentionnés sont exactement les points sur lesquels on doit construire la prochaine discussion. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous a mené là, au triomphe de Milei? Et la deuxième chose que je voulais poser, c'était par rapport à M. Gardon, c'est que, disons, quand on parle des affiliations fascistes, du néolibéralisme, etc., ça doit être bien clairci pour éviter les ambiguïtés, les contradictions en termes à l'aspect autoritarisme politique. Parce que le fascisme original était absolument favorable à l'intervention de l'État et, par exemple, le réarmement de l'Allemagne sous le nazisme a été qualifié comme le keynésianisme militarisé, tout simplement. Okay? Donc, et ça ne correspond pas évidemment à une politique économique prônée par les néolibéraux. Oui, 2 minutes concernant la première question sur le fascisme ou le fascisme historique. Oui, c'est un étatisme, c'est même un hyper-étatisme, puisque vous avez un article écrit par le philosophe Gentile et Mussolini dans l'encyclopédie italienne, et qui est un article dans lequel le fascisme est défini par la sacralisation de l'État. Pour le fascisme, l'État est tout. Tout ce qui est en dehors de l'État, tout ce qui échappe à l'État, n'a strictement aucune valeur. Quelque chose commence à avoir de la valeur à partir du moment où justement il est pris par l'État, intégré par l'État. Donc l'individu pris en lui-même n'a strictement aucune valeur. Évidemment, ça c'est complètement contradictoire avec les postulats qui sont ceux du libertarianisme, puisque lui part de l'idée que les droits individuels sont des droits absolus, et que c'est précisément ça qui doit permettre de fonder la critique de l'État. Mais en revanche, il y a quelque chose qui justifie la reprise du terme de fascisme, même si ça a une autre signification, ou de fascisation, c'est le fait que c'est la puissance concentrée de l'État qui est le levier. Et alors là, c'est la remise en cause de tout, c'est-à-dire de la division des pouvoirs, comme on le voit dans tous les régimes. C'est presque un coup militaire. Voilà, c'est un coup institutionnel, oui, on peut dire ça comme ça. Et en ce sens-là, il y a une dimension fasciste ou fascisante. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'étais très content sur la question sur l'ultra-libéralisme, parce que je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui a fait attention au fait que je n'ai pas du tout utilisé le mot ultra-libéralisme, et c'est juste. Mais c'est pas parce que je le refuse, je précise tout de suite, c'est parce qu'en général, il s'accompagne dans l'usage qui en est fait d'une certaine forme de confusion. En tout cas, il y a des équivoques, et il me semble important de les dissiper. Parce que si vous dites ultra, qu'est-ce que ça veut dire? Les ultramontains, il y avait, oula, ça nous ramène dans des vieilles choses, mais ultra-libéral, j'ai trouvé dans le dictionnaire de 1910, le Larousse de 1910, une référence à l'ultralibéralisme. Et à ce moment-là, ultra, parce que ultra, ça veut dire au-delà. Ça veut dire au-delà. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est au-delà du libéralisme, ou est-ce que ça veut dire que c'est une forme extrême de libéralisme? Il y a une équivoque sur la notion de ultra qui fait précisément que je préfère en général m'abstenir d'utiliser
ce terme-là. C'est tout, hein. Oui. Ça ne va pas plus loin, mais ça peut avoir des conséquences stratégiques, politiques et stratégiques assez importantes. Est-ce que c'est un libéral? Je suis obligé de passer. Seulement... Une chose, c'est qu'on a discuté beaucoup à la CAF, comment s'y parler seulement de l'extrême droite, ou ajouter les côtés libéral, conservateur fort, et c'est pour ça qu'on a mis les deux. Mais c'est le débat. Et en tout cas, c'est clair aussi par rapport à beaucoup de questions, qu'un débat sur Milei et la France s'impose, peut-être ça va être le prochain sujet. Et je voudrais aussi vous dire qu'on a quelques dates prochaines. Donc on va participer à la manif du 8 mars en appuyant un peu ce qui se passe en Argentine par rapport aux droits des femmes. Je ne sais pas si vous avez vu la pancarte, elle est dehors, c'est ça? Voilà, il y a la pancarte qui a été faite par des artistes de la CAF pour justement cette manif-là. On va faire une colonne lors de la manif du 8 mars autour de cette question. On va essayer de mobiliser pour justement dénoncer toutes les différentes les différentes attaques politiques de Milei par rapport au féminisme et par rapport aux droits des femmes. Après, on a une assemblée au CICP le 15 mars, où on vous invite aussi à vous joindre à nous pour continuer à réfléchir à quelles actions on peut mener. Et bien sûr, le 24 mars, nous allons faire une action importante au jardin des mères et des grand-mères de la place de Mai. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez trouver toutes nos informations sur la carte. Merci.